Bonjour, je suis très ravi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle, Star 21 TV, et bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui décrypte et analyse l'information pour vous permettre de mieux comprendre l'actualité nationale. Et Starcom également, c'est le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité guinéenne. Et dans cette émission, nous nous intéresserons également dans cette émission aux enjeux liés à l'organisation des élections législatives prévues pour le 16 février 2020 en Guinée, ce malgré le retrait des poids lourds de l'opposition guinéenne. La mouvance présidentielle et la commission électorale indépendante restent déterminés à respecter notamment la date du scrutin qui est prévue pour le 16 février 2020. Et cependant, le FNDC, entendu par la Front National pour la défense de la Constitution, multiplie ses actions de résistance pour faire notamment pousser le pouvoir d'Alpha Condé à renoncer à son projet de nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme notamment lecture sur la situation sociopolitique qui prévaut en Guinée? Quelle est sa position sur cette annonce désormais qui vient notamment boucher les horizons par rapport à l'éventuel d'un troisième mandat d'Alpha Condé? L'annonce de la candidature du président Alpha Condé pour la présidentielle de 2020, une annonce d'ailleurs qui a été brandie au fort notamment par ses militants le samedi dernier du côté du siège notamment du parti de la mouvance présidentielle. Et quelle est sa position notamment sur la participation des élections législatives boycottées par les partis essentiels de l'opposition guinéenne? Toutes ces questions seront répondues par notre invité du jour de cette émission Starcom, Mohamed Cissé. Il est le président du parti démocrate conservateur, en abrégé, il faut le dire PDC. Monsieur Cissé, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom. Bienvenue. Merci à vous de m'inviter dans cette émission. C'est un plaisir aussi d'être à l'antenne. Merci aux téléspectateurs de Star 21. Alors, on ne va pas perdre de vue, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui en Guinée, la situation reste un peu inquiétante en ce qui concerne les crises, les crises notamment dans le secteur éducatif, crises dans le secteur notamment même des agents de la DG qui avaient annoncé une grève. Et s'ajoute à cela notamment les activités de résistance du Front National pour la défense de la Constitution. Alors vous, en tant qu'homme politique, quel bilan pouvez-vous faire de la gestion d'Alpha Condé qui est rythmée quand même avec ces manifestations politiques, ces manifestations ou ces grèves enregistrées dans le secteur éducatif guinéen? Merci de m'avoir posé cette question. D'entrée de jeu, je voulais vous faire comprendre que en Guinée, nous avons raté notre casting en 2010. Et moi, je dis que la plus grosse erreur du siècle de la Guinée, c'est l'élection d'Alpha Condé en 2010 comme président de la République. En fait, quand vous êtes un leader d'un parti politique, vous avez des projets, vous faites des propositions, vous faites des promesses aux gens. Et si les gens, dans leur majorité, font confiance à votre projet de société, je pense qu'ils votent pour votre projet de société et non pour votre personne. Du coup, quand vous venez au pouvoir, on s'attend à ce que vous réglez les problèmes. Mais quand vous venez au pouvoir et que vous dites souvent que vous êtes en train de faire des efforts, je pense que vous insultez ceux-là qui ont voté pour vous. Vous voulez me dire que ça a été une erreur pour les Guinéens d'élire Alpha Condé en 2010 et en 2015? Oui, la plus grosse erreur depuis 1958. Pourquoi? Je veux dire. Maintenant, je vous disais tantôt, quand on élit un président de la République, c'est pour régler les problèmes. Mais de 2010 jusqu'à maintenant, là, si vous voulez parler du bilan d'Alpha Condé, vous ne parlerez que de trois choses. La première chose, ça va être d'abord les hôtels. Et je vous fais comprendre que les hôtels, ce n'est pas pour le bas peuple. Ça, c'est pour ceux-là qui sont fortunés, qui vont, et pour faire peut-être que des cérémonies, n'importe quoi. On n'a même pas de
d'investisseurs qui viennent réellement pour y habiter. Si les investisseurs venaient comme c'était annoncé, je pense que l'emploi serait là pour tout le monde. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Ça veut dire que les investisseurs ne viennent pas. Ces hôtels-là sont là juste pour les ministres qui vont pour faire des ateliers des ateliers. Non, mieux que ça. Si c'est des ateliers, c'est encore mieux. Mais c'est pas ça. C'est pour organiser les anniversaires de leurs petites copines. C'est tout ça. Ces hôtels-là ne servent qu'à ça. Ouais. Ça ne sert pas à l'État guinéen. Et à part les hôtels, la deuxième chose, ce sont les promesses. Je pense que depuis 10 ans, il ne fait que des promesses. Ça, c'est son deuxième bilan. Et je pense que toutes les promesses qui ont été tenues par-ci, par-là, si ces promesses-là étaient réellement réalisées, je pense que la Guinée allait sortir la tête. Et la troisième? Maintenant, la troisième chose, ça c'est le tissu social. Aujourd'hui, Alpha Condé a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, tout le peuple de Guinée, chacun se fait d'eau. Le tissu social est vraiment brisé. Alors, il faut dire quand même que vous êtes un peu caustique par rapport au bilan du président Alpha Condé. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites qu'il n'a rien fait. Je rappelle quand même qu'à son temps, on a eu Kaleta. À son temps, la Guinée a fait son comeback, notamment dans les institutions africaines internationales, dont le président Alpha Condé a été président de l'Union africaine. Est-ce que ce n'est pas un bilan parce qu'aujourd'hui, quand même, vous avez le courant comparativement aux autres présidents de la Guinée. Non, mais c'est je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Je vous ai dit tout ce qu'il a eu à faire. Je vous ai parlé tout à l'heure des hôtels. Mais est-ce que ces hôtels-là règlent notre problème? Vous prenez le projet de société d'Alpha Condé qu'il avait en 2010, je pense qu'on ne parlait pas d'hôtel. Maintenant, ce qu'il a promis, c'était l'eau, l'électricité et autre chose. Est-ce que c'est fait aujourd'hui? Il y a Kaleta quand même. Il y a Kaleta, mais on n'a pas de courant. Le barrage, il est là, mais est-ce qu'on a le courant? Aujourd'hui, vous, pendant que nous sommes en train de passer à l'antenne, vous tournez sur votre groupe. Vous n'avez pas le courant ici. Ouais. Et vous me dites que oui, il y a Kaleta. Kaleta, ça, c'est juste un barrage. Mais on n'a pas besoin du barrage. On a besoin du courant dans les foyers. Mais est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Ça veut dire que Kaleta n'a servi à rien. Ouais. Donc, maintenant, tout ce qu'il a eu à faire, c'est seulement déchirer notre tissu social et puis des promesses. C'est tout ce qu'il a comme bilan. Alors, par ça, il n'y a pas grand-chose. Parlant également de cette politique d'Alpha Condé, vous dites que vous êtes déçu par rapport notamment à sa gestion. Il y a également cette nouvelle donne, et notamment la question du projet de changement de la Constitution pour un éventuel troisième mandat. Est-ce que vous êtes surpris au regard de l'homme que vous avez connu pendant l'opposition, Alpha Condé, qui a été l'opposant historique en Guinée? Quelle est votre position sur cette éventualité de changement de la Constitution pour un troisième mandat? Moi, je veux faire comprendre que j'ai commencé la lutte depuis 2015. Je pense que l'opposition républicaine le sait très bien. J'ai été à une des réunions de l'opposition républicaine en 2015 où je leur ai fait comprendre qu'il faudrait dès maintenant là que nous bloquons Alpha Condé. Ce qui veut dire dès 2015, dès 2015, oui. Non, c'était clair, c'était pas des soupçons. Je fais remarquer qu'en 2015, pendant la campagne de 2015, vous passez devant le secrétariat, c'était écrit sur une banderole après lui, c'est lui. Quand moi j'ai vu ça, je suis allé, j'ai dit ben, attention, Alpha Condé n'ira pas en 2020. Il va tenter de modifier la constitution. Là, on m'a fait comprendre que non, c'est trop tôt, il ne va pas le faire. Aujourd'hui, on est où? Il y a un projet qui est en place. Ceux-là qui sont en train de nous dire que oui, la modification de la Constitution n'a aucun lien avec un éventuel troisième mandat. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont démentis par Malick Condé. Mais ce qui est déplorable, c'est que Alpha Condé, il ne récompense que les gens quand ils font des bêtises. Il y a une bêtise politique qui a été faite par Malick Condé. On va revenir sur la candidature du président. Restons consacrés notamment à ce projet de nouvelle constitution. Parce que je rappelle quand même que dès après l'annonce d'une ambition d'éventuel changement de la Constitution, il y a eu la création du Front National pour la défense de la Constitution. Pourquoi vous n'avez pas adhéré, étant donné que vous avez tous ces soupçons en termes de velléité de changement de la Constitution pour un troisième mandat? Pourquoi vous n'êtes pas membre de FNDC? En fait, moi je vous ai dit en 2015, j'ai commencé avec un mouvement qu'on appelle le TAC, touche pas à ma constitution. Et toute l'opposition républicaine connaît la plateforme TAC. Mais on m'a dit à l'époque que c'était trop tôt. Ben, moi, j'ai continué quand même à faire la sensibilisation dans les quartiers. J'ai essayé de dire aux gens ce que Alpha Condé va préparer en 2020. Donc,
on a commencé la sensibilisation. Aujourd'hui, on me fait sortir le FNDC. Le FNDC, le boulot que le FNDC est en train de faire. Je suis partisan de l'idée, en fait. Sauf qu'on vous parle. Sauf que maintenant, la composition. Oui, on ne peut pas me voir au sein du FNDC. Le FNDC a fait un travail que je soutiens, mais la composition actuelle du FNDC, moi, je suis contre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Aujourd'hui, vous avez au sein du FNDC des gens, durant 10 ans, sont en train de malmener nos lois et au profit de ce qu'ils appellent accords politiques. Si vous prenez votre frère ou bien vous prenez votre ami pour aller voler les poussins de votre papa, un jour, ne soyez pas surpris que votre ami vienne voler tout seul la poule pondeuse. Alors, si vous permettez, on va aller avec cet élément de reportage consacré à ces journées de résistance du Front National pour la défense de la Constitution pour contraindre le pouvoir d'Alpha Condé à renoncer à son projet de changement de la Constitution pour un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Un reportage notamment qui a été réalisé à l'orée de ces journées de résistance permanente et active du FNDC. On suit ça et on revient juste après pour décryptage. Une circulation fluide, quelques rares citoyens au volant, c'est l'une des conséquences de cette nouvelle journée de désobéissance civile du Front National pour la défense de la Constitution. Sur l'autoroute Fidel Castro, tout comme sur la route Le Prince, le commerce est également paralysé. Boutiques et magasins sont fermés. Les forces de maintien d'ordre déployées dans tous les sens. Au grand marché Madina, il en est ainsi presque depuis plusieurs jours suite à l'appel du FNDC et les consignes du GOA. Autre nouveauté, certaines banques et stations-service sont à l'arrêt ce mardi 21 janvier 2020. Chacun de ces acteurs de l'économie a dû mesurer le risque de cette journée pour se mettre à l'abri. Tôt ce matin, quelques altercations entre manifestants et forces de l'ordre ont été signalées en haute banlieue de Conakry. À Baïlobaya, un jeune maçon du nom de Mamadouba Bangoura, la trentaine, a vu sa cheville droite écrasée par un véhicule attribué à un groupe d'agents de la CMIS. Une image insoutenable que nous avons choisi de ne pas publier pour votre respect. Tandis que la victime gémit de douleur, sa maman est inconsolable. Mon fils s'est embarqué pour la cimenterie. Il y avait la circulation. Il s'est ensuite rendu à Baïlobaya. C'est en traversant le rond-point, son sac au dos et le téléphone en main que des agents de la CMIS à bord de leur véhicule lui ont marché dessus. Ils lui ont ensuite retiré tous ses effets. Alors qu'il se tordait de douleur, un bon samaritain est venu le prendre pour le conduire en famille. C'est dans ce climat de tension que se déroule la campagne électorale pour les législatives du 16 février 2020. Une campagne morose est presque invisible dans les quartiers. Déjà dans plusieurs endroits du pays, les populations ont déchiré ou brûler les listes provisoires pour l'identification des cartes d'électeurs. Et vous l'avez compris, ce sont les conséquences des journées de résistance active et permanente du Front National pour la défense de la Constitution qui ne se déroulent pas sans conséquences en termes notamment de pertes en vie humaine et de paralysie des activités économiques. Alors vous parlez tout à l'heure de la composition du Front National pour la défense de la Constitution. Vous disiez que même si vous partagez les idéaux du Front, mais vous n'aimez pas la composition parce que ceux qui la meublent notamment sont des gens qui ont eu par ricochet violé cette constitution dont ils sont en train de défendre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire réellement, M. Sissi? Je disais tantôt que quand vous prenez la composition actuelle du FNDC, vous avez à son sein des gens qui depuis 10 ans sont en train quand même de malmener nos lois. Au nom de ce qu'ils appellent des accords politiques. Oui, chaque accord politique. C'était pour la paix. Oui, mais la paix. Mais est-ce que nous avons la paix aujourd'hui? Non. Est-ce que nous avons la paix? Est-ce que les acteurs politiques aujourd'hui qui sont membres du FNDC, parce que c'est des opposants, il s'agit de Cellou Dalein Diallo, de Sidi Touré et autres, est-ce que ces accords-là, à un moment donné, c'est parce que tout simplement, on a en face un président qui refuse de respecter la loi? Oui, maintenant, regardez par exemple aux États-Unis. Oui, ils sont pas responsables, mais ils sont quand même responsables des violations de nos lois. C'est ce que je suis en train de dire, parce que nous parlons du respect de la Constitution. Maintenant, les autres effets, nous ne parlons pas de ça pour l'instant. Maintenant, pour ce qui est de la loi,
que ça soit en votre faveur ou en votre défaveur, il faut quand même la respecter. Aujourd'hui, si l'opposition avait procédé de la sorte, c'est que toutefois que Alpha Condé viole la loi, c'est-à-dire ils prennent ça, après ils portent plainte. C'est-à-dire on allait cumuler toutes les erreurs, toutes les fois que la Constitution a été violée, on cumule ça et nous déposons ça comme chose élément devant la Cour constitutionnelle. Nous saisissons la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle quand même oui, mais regardez, c'est que il faut, dans une république, vous faites votre boulot et vous laissez l'autre faire le sien. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Que dites-vous de ces journées de résistance du FNDC, en plus de la paralysie, les conséquences en termes de dégâts matériels et de pertes en vies humaines? Comment est-ce que vous appréciez ces journées de résistance du FNDC? Même si vous n'êtes pas vous partagez le combat, mais vous n'êtes pas membre du FNDC. Oui, il y a un combat qui est en train d'être mené, mais le résultat jusqu'ici n'est pas là, parce que je vous disais tout de suite, là, la composition fait qu'il y a des gens qui se retrouvent dedans et ils ne peuvent pas venir. Quand on voit quelqu'un qui a violé la loi, qui est là, qui vient encore pour défendre. Je vous dis tout de suite, aujourd'hui, on est en train de défendre la Constitution. Et Alpha Condé est en train de modifier la Constitution juste pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, deux gens qui sont députés, à l'Assemblée, aujourd'hui, leur mandat, c'est fini. Mais aujourd'hui, jusqu'ici, ils sont encore députés. Si c'était le mandat du président de la République qui était à terme, ça allait être autre chose. On serait là à se battre pour qu'ils partent. Mais eux, ils sont là encore parce que ça leur profite. Maintenant, pourquoi on essaye de demander à quelqu'un de respecter la loi alors que nous-mêmes nous sommes en train de la violer? Et vous l'avez compris, hein, c'est le paradoxe, hein, selon M. Mohamed Sissé, président du Parti démocrate conservateur, qui s'exprimait ainsi notamment par rapport à la composition et également ce qu'il trouve de procédés non commodes en ce qui concerne les partis politiques membres de l'opposition qui appartiennent au FNDC. Alors on va marquer une courte pause avant de revenir désormais dans cette émission pour parler essentiellement de cette déclaration faite notamment par le directeur national de la Caisse nationale de sécurité sociale, Malick Sankon, qui annonçait ouvertement au siège de RPG la semaine dernière que le président Alpha Condé sera candidat en 2020. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. Et comme vous le savez, votre constance et confiance renouvelée sans cesse à cette télé nous donne du plaisir à vous servir avec abnégation et détermination pour notamment savoir les dessous de l'actualité nationale guinéenne. Alors, Monsieur Sissé, vous relevez tout à l'heure notamment de l'incohérence dans la démarche notamment des membres du FNDC, notamment les partis politiques qui refusent de quitter l'Assemblée nationale. Alors, revenons dans l'autre aspect de cette question du troisième mandat. La semaine dernière, on a vu cette déclaration fracassante qui vient désormais taire tout soupçon en ce qui concerne la candidature du président Alpha Condé en 2020, avant même la tenue des référendums. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette déclaration de Malick Sankon, en termes notamment de la volonté du président Alpha Condé ou de ses partisans à ce qu'il soit candidat en 2020? Il n'y a rien d'étonnant dedans. Je pense que ça fait à peu près 2 ans. On cherchait juste quelqu'un qui pouvait annoncer la nouvelle. Et la personne qui a eu le courage de le faire, c'est Malick Sankon. Vous avez vu, dès qu'il a fini d'annoncer ça, il a été récompensé. Aujourd'hui, il est directeur national de campagne au compte du RPZ Arc-en-Ciel pour ces élections législatives. C'est ce que je vous disais, Alpha Condé aime récompenser les bêtises. C'est-à-dire, avec Alpha Condé, vous ne pouvez pas être sérieux. Quand vous êtes sérieux, vous quittez. Tant que vous êtes là, vous êtes là en train de faire le sale boulot, on vous garde à côté. Ce que Malick Sankon vient de faire, ça c'est une insulte en réalité. Nous avons une constitution. Et avant même la tenue du référendum, c'est ça. C'est que la démarche un peu est bancale parce que là, le projet de nouvelle constitution n'est pas encore validé. Les élections législatives ne sont pas encore terminées pour faire notamment asseoir une assemblée qui va faire la possibilité du référendum. Avant tout ça, on parle de la candidature du président Alpha Condé. Est-ce que ça ne veut pas dire que tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui comme avant-projet de constitution, élection législative, que ce n'est qu'une simple formalité? Le président Alpha Condé a déjà son résultat et sa détermination par rapport notamment à être candidat. Bien sûr, c'est le cas. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Je pense que depuis 2 ans, on n'est pas en train de travailler
pour le peuple. On est en train de travailler juste pour le clan. Comment faire pour maintenir Alpha Condé au pouvoir? C'est ce qui est en train d'être fait depuis 2 ans. Donc aujourd'hui, ça a été dit clairement maintenant que oui, Alpha Condé est candidat en 2020. Tant qu'on n'a pas une nouvelle constitution, ça c'est une faute grave. Aujourd'hui, Malick Sanko devait se retrouver devant les tribunaux. Mais il n'ira pas, parce qu'il est du bon bord aujourd'hui. Alors, mais quand même, ce qu'il faut dire dedans, vous, les acteurs politiques, certes que vous n'êtes pas membre de la mouvance présidentielle, et la réaction des partis politiques pour moi a été un peu légère par rapport à la teneur de la déclaration. Est-ce que vous-même, vous n'accordez pas de la place à cette tentative notamment du président de la République de s'éterniser au pouvoir? Parce que si vous êtes amorphe, ça donne de la voix à Alpha Condé. Oui, mais c'est ce que vous croyez, mais ce qui est sûr, Alpha Condé ne sera pas candidat en 2020. Moi, je peux vous garantir ça. Ça, ce n'est qu'une déclaration. Mais nous ferons tout pour le tout. Et il ne sera pas candidat en 2020. Alors, nous, on s'est amusé également après cette déclaration de Malick Sanko en portant l'éventualité d'une candidature du président de la République, le professeur Alpha Condé, en 2020. Nous avons tendu nos micros, notamment à certains Guinéens qui se sont exprimés là-dessus, notamment le président du bloc libéral à la personne du docteur Faya Milimono, qui a donné sa lecture sur cette annonce quand même gravissime de M. Malick Sanko par rapport à la candidature du président de la République, le professeur Alpha Condé, en 2020. On suit l'élément et on revient pour décryptage. Si le FNDC a été créé, c'est parce que nous étions déjà convaincus que Alpha est en train de faire tout ça pour avoir un 3e mandat. Il a dit devant caméra, devant les médias internationaux, que s'il y a nouvelle constitution, il y aura 3e mandat. Il a dit ça clairement. Et il vient de soumettre un texte que même un bon élève de la 6e année ferait mieux. Un bon élève de la 6e année ferait mieux. Sorti de nulle part. Alors, il est dans sa dynamique. La déclaration qui a été faite au siège du RPG le samedi dernier n'a étonné personne. Hein? C'est ceux-là qui pensaient non, on ne va pas le faire, etc. C'est ceux-là qui ont été surpris. Mais nous ne sommes pas surpris. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous préparer depuis plus d'1 an maintenant, ou près d'1 an, pour empêcher que cela soit. Et nous disons au président Alpha Condé, vous avez encore la possibilité de sortir honorablement. Mais si vous pensez que la Guinée est devenue une propriété privée, qui n'est plus gouvernée par la Constitution, qui n'est ni gouvernée par les lois, alors personne n'a le devoir d'obéir aux ordres que vous donnez. Même l'armée ne doit plus obéir à vos ordres dès lors que vous sortez du cadre constitutionnel. La police n'a pas le droit n'a plus à obéir, n'est-ce pas, à vos ordres, aux ordres de votre gouvernement, dès lors que vous sortez complètement du cadre légal. Or, nous en sommes là aujourd'hui. Quiconque, parce qu'il est policier, il est gendarme, obéit à un ordre qui est clairement illégal, fera face à la loi. Donc, si le président de la République veut ramener la situation dans un cadre républicain, constitutionnel, normal, il faut qu'il abandonne tous les projets suicidaires auxquels, n'est-ce pas, dont il est en train de faire la promotion. Vous verrez que la situation va se calmer et sereinement, nous allons aller aux élections prochaines et le pays aura la chance de se choisir, n'est-ce pas, un parlement digne de ce nom. Le pays aura la chance de choisir un président qui succédera au professeur Alpha Condé. Ça ne sera pas le professeur Alpha Condé. La réaction du président du bloc libéral, Dr Faya Milimono, sur cette déclaration faite par Malick Sanko par rapport à l'éventualité d'une présentation ou d'une possibilité de candidature du professeur Alpha Condé pour la présidentielle, notamment de 2020. Alors, il faut dire que dans cette possibilité de contestation du projet de changement de la Constitution et pour un éventuel 3e mandat d'Alpha Condé, même si on ne va pas dire que les dés sont joués, mais il y a également l'aspect de ses conséquences en termes de victimes enregistrées et de dégâts matériels. Aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur politique, quel est votre point de vue sur les cas de violence et pourquoi pas de pertes en vie humaine qu'on enregistre à l'orée de tous ces combats pour empêcher Alpha Condé de se maintenir au pouvoir?
Chaque perte en vie humaine, c'est une perte pour la nation. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où la vie humaine ne coûte pas, ça ne veut rien dire pour le Guinéen aujourd'hui, ça c'est vraiment déplorable. Pour le Guinéen, mais pour le pouvoir d'Alpha Condé? Non, pour le Guinéen, hein, je vous dis, on n'est pas dans une république. Quand vous êtes dans une république, chaque victime touche la nation. Mais aujourd'hui, on a des victimes, mais quand vous... la mort, c'est banalisé. Ça c'est tellement banalisé que ça ne veut rien dire pour le Guinéen, ça c'est vraiment déplorable. Et ce qui est aussi dangereux, c'est que à cause d'une petite phrase, plus de 100 personnes plus de 10 personnes maintenant sont mortes. Ça c'est vraiment déplorable. Tout ce qu'on a besoin qu'Alpha Condé fasse une déclaration dans laquelle il dit justement qu'il abandonne son projet de nouvelle constitution, mais qu'il ne sera pas candidat en 2020. Dès qu'il me dira, vous verrez que tout va se calmer. Donc, à cause de ça, seulement les Guinéens sont en train d'être abattus par les forces de sécurité. Ça, c'est vraiment déplorable. Et chaque fois qu'il y a des cas comme ça, nous nous condamnons fermement et nous demandons que justice soit faite. Alors, dans la condamnation de ces violences, vous avez parlé notamment du côté de l'État, mais je rappelle aujourd'hui qu'il y a un véritable problème qui se pose en termes de peur que certains ont que la crise guinéenne se transforme en une sorte de repli identitaire, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites la sommation de toutes les victimes enregistrées, si c'est à Conakry, la majorité c'est sur l'axe Bambeto, Amdallah et Kagbele, et aujourd'hui on a assisté à une forme de violence à Kankan où les partisans entre griffes du pouvoir, même si on n'a pas des tenants et des aboutissants, ce sont une ethnie a été victime d'attaques dans la région de Kankan. Également, il y a eu des violences également du côté de la Moyenne-Guinée. On est allé même jusqu'à toucher le patriarche de Fouta. Et ça montre à suffisance qu'aujourd'hui, il y a une peur d'ethnicisation du débat politique guinéen. Pourquoi pas de repli identitaire. Est-ce que vous aussi, vous avez la même remarque, ou bien c'est fait à dessein, c'est juste des acteurs politiques qui sont derrière tout ça? Oui, je disais tout à l'heure, il faudrait qu'on regarde les choses en tant que république. Si vous êtes dans une république, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas d'identité en fait. C'est la République qui est votre identité. Mais c'est une ethnie quand même qui est aujourd'hui. Oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. On peut pas nier. Ouais. On peut pas nier. Mais si moi je regarde comme si c'est une ethnie qui est seulement touchée, c'est que je donne quand même la force à ceux-là qui sont en train de... Mais la vérité, mais ceci reste... Non, c'est ça. Moi je ne dois pas regarder comme si c'est un peur ou bien ou un sous qui est mort. Non, je regarde seulement que c'est un Guinéen qui est mort. Et je condamne fermement. C'est que chaque enfant qui tombe, chaque père de famille doit le voir comme son propre enfant. C'est ça qui est important dans une république. Chaque enfant doit le voir comme si c'était son jeune frère. Si nous regardons la chose comme ça, là, vous allez voir qu'il y aura un soulèvement populaire. Mais tant que nous regardons, oui, lui, il est de l'axe, oui, il n'est pas de l'autoroute. Tant que nous regardons comme ça, il n'y aura pas de réaction collective. Et nous voulons qu'il y ait une réaction collective. Il faudrait que chaque Guinéen regarde la République. Et chaque Guinéen voit les enfants comme enfants de la République. Pas enfants de bas ou enfants de sous-bas. Ça, c'est extrêmement important. Si nous essayons de regarder sous cet angle-là, je pense qu'on aura la chance et puis on aura le courage de dire merde, c'est dans nos forces de sécurité. On va barrer la route à Alpha Condé et chacun de son côté fera de telle sorte que justice soit rendue. Alors, dans l'effort d'éclaircir ou de montrer à l'opinion que ce n'est pas forcément les agents de maintien d'ordre qui tirent sur les manifestants, la semaine dernière, on a vu le ministère de la Sécurité, à travers notamment le colonel Bafoué, ils ont présenté un policier qui aurait brillé notamment par des tirs de sommation, qui a été arrêté et qui va condamné pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un début d'engagement de l'État à aller vers la vérité de ces enquêtes sur ces morts, ou bien c'est juste du people, c'est une façon notamment d'occuper les esprits des gens? Vous voyez, je vais vous dire, en Guinée, il manque quelque chose, au Guinée. C'est que quand il y a mort d'homme, on essaie de dire, soit ce sont les manifestants qui s'entretuent, ou bien c'est par-ci, c'est par-là. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Les forces de sécurité ont en charge la sécurité des personnes et de leurs biens. Que ce soit pendant les manifestations ou hors de manifestations, quand il y a un cas de mort, il faudrait que la justice fasse de telle sorte que la responsabilité soit située. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que nous ayons cette culture-là. Maintenant, aujourd'hui, qu'on prenne un policier, qu'on nous envoie la suite, ça sera quoi? Ce n'est pas seulement le seul cas.
tous les anciens cas, 28 septembre, tout. Il faudrait que la justice soit faite pour chaque mort en Guinée. C'est ce qui est extrêmement important. Et il ne faudrait pas que le gouvernement nous dise souvent, ce sont les manifestants qui s'entretuent. Ça, c'est irresponsable. Un État fait de telle sorte que quand son citoyen a un problème, qu'il soit en mesure de dire aux parents des victimes, voilà réellement ce qui s'est passé. Ça ne vous ramène pas votre enfant, mais ça soulage quand même. Ça soulage, oui. Et vous l'avez compris, c'est quand même l'exigence de vérité et de justice prônée par M. Mohamed Cissé, président du Parti démocrate conservateur. On va marquer une courte pause avant de revenir désormais sur l'aspect de ces élections législatives, malgré le retrait de l'opposition guinéenne ou les partis essentiels de l'opposition guinéenne. Il y a quand même des partis, à l'image notamment du Parti conservateur, du Parti démocrate conservateur, acceptent de participer à ces élections législatives malgré tout le tollé qu'on a enregistré en termes notamment d'impréparation et d'enrôlement des mineurs dans le fichier électoral, et ils décident de participer à ces élections. Qu'est-ce qui motive la décision et quelle lecture il a en ce qui concerne le retrait de l'opposition plurielle du processus électoral en vue de la tenue de ces législatives? La réponse à ces questions, c'est après cette courte pause et on revient juste après. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. Avant de revenir notamment sur la question polémique en ce qui concerne l'organisation des élections législatives, nous allons vous proposer ce micro-trottoir que nous avons réalisé pour demander à certains citoyens qu'est-ce qu'ils en ont comme lecture en ce qui concerne cette déclaration faite au siège du RPZ portant l'éventuelle candidature du professeur Alpha Condé pour la présidentielle de 2020. On suit ça et on revient. Je pense que le moment là n'est pas arrivé. Qu'il laisse Alpha Condé même se prononce. Je suis candidat. Parce qu'il n'est pas membre de RPZ à l'air là. Il est président de la République, il gouverne tout le monde. S'il est candidat, qu'il nous dise. On n'écoute pas quelqu'un d'autre. Pour ça aussi, nous on n'est pas d'accord pour ça. On n'est pas d'accord, on n'est pas prêt pour ça. Donc ça aussi, ça ne fait pas en Guinée. Tout ce que moi j'ai à dire, c'est de demander à vous, intellectuels, d'avoir pitié de nous, de respecter les lois dans ce pays. Parce qu'en cas de guerre civile, c'est tout le pays qui sera impacté. Alpha Condé doit tout faire pour respecter et faire respecter la loi. Quelques réactions des Guinéens par rapport à cette annonce sur l'éventualité d'une candidature du président Alpha Condé pour la présidentielle de 2020. Alors, Monsieur Cissé, on revient désormais dans l'aspect élection législative, malgré tout ce qui a été enregistré en dépit du retrait de poids lourds de l'opposition guinéenne. Vous acceptez de participer à ces élections. Qu'est-ce qui motive votre décision? L'élection législative de 2020, le 16 février, si elle se tient. Oui, si elle se tient, nous avons dit, c'est ce qu'on a dit. S'il y a élection le 16 février, c'est que vous commencez à douter, vous qui participez? Non, depuis le début, je l'ai dit, depuis que ça a été annoncé, moi j'ai dit, s'il y a élection le 16 février 2020, le PDC va participer. Ça c'est clair. Pour la simple raison que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Vous voulez défendre le peuple, mais là où on doit défendre le peuple, vous décidez carrément de ne pas y aller. Ça, c'est illégal. C'est pas responsable. Il faut y être, et puis vous donnez vos arguments, et puis ça continue. Vous avez participé aux élections combien de fois? Non, ça, sur le PDC, ça sera notre première fois. Votre première fois, ce qui veut dire qu'il y a de la place avec le retrait des poids lourds de l'opposition. Non, mais moi je vais vous dire, il n'y a pas profité de l'absence des grands partis? Non, mais quand on le disait, ils n'avaient pas encore annoncé. Quand on se préparait pour aller à ces élections, eux, ils n'avaient pas encore annoncé. J'ai toujours dit, ça nous ferait énormément plaisir de compétir avec ceux-là que vous appelez des grands partis. Mais moi, je veux vous dire qu'il n'y a pas de grands partis d'abord en Guinée, il n'y a que des partis de masse. Il n'y a pas de grands partis en Guinée. Le PDC veut être ce grand parti en Guinée. Alors, il faut dire quand même que vous-même, vous égrenez tout à l'heure, notamment, tout ce qui prévoit le régime d'Alpha Condé en termes de projet de planification. Parce qu'il faut dire que la tenue de ces élections législatives est une sorte de formule pour notamment aller vers
vers ce troisième mandat, est-ce que vous ne donnez pas d'argument à Alpha Condé en participant à ces élections que tout le monde qualifie d'impréparées, et même vous-même vous êtes con, parce que vous dites si elles se tiennent, c'est parce qu'il y a des problèmes. Est-ce que vous ne donnez pas de raison à Alpha Condé à aller notamment dans la matérialisation de son projet de troisième mandat, vous-même? Non, mais pourquoi c'est pas ça au fait? Nous, on a dit s'il y a élection, on va participer. Maintenant, les préparatifs, nous, on suit de près. Si la CENI n'est pas en mesure d'organiser les élections, le CS, on le saura. Mais si elle est en mesure de le faire, ça sera fait. Mais dire qu'on veut accompagner Alpha Condé, ça c'est simplement des spéculations. Aujourd'hui, le seul parti d'opposition en Guinée, moi je vous dis, c'est le PDC. Alors, parlant de ces élections, en termes de préparation, parce qu'il faut dire quand même que les opérations d'enrôlement et d'assainissement du fichier électoral ont abouti à un résultat. La Guinée de 6 millions et quelques passe désormais à plus de 8 millions d'électeurs, ce qui est quand même une certaine mascarade selon certains observateurs. Vous, de votre regard, quelle est l'analyse que vous faites de ces résultats sortis de ces opérations? Non, d'abord, avant d'aller aux opérations, je pense que quand l'UFDG, l'UFR, quand ils annonçaient leur retrait dans le processus, ils disent qu'ils ne vont pas à ces élections. D'abord, la première chose, c'est que les élections communales, il y a des chefs de quartier qui ne sont pas encore installés et ils ont encore signalé. La deuxième chose, ça, c'est le recensement des mineurs. Maintenant, si vous prenez les deux points là, point par point, moi je leur ai dit que pratiquement ils n'ont pas raison. Et le premier point qui concerne l'installation des chefs de quartier, je pense que la CENI prépare et organise les élections et en programme les résultats. Donc ça, quand la CENI finit de programmer quand la CENI finit de programmer les résultats, même les recours, vous ne déposez pas au niveau de la CENI, vous déposez au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais quand même, vous avez vu quand même des gamins et des bébés. Non, attendez, j'en viens. D'abord, je parle du premier point. Donc là, l'installation des chefs de quartier, ça relève du domaine du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc, on ne peut pas demander à Paul de ne pas faire son travail parce que juste il y a Moussa de l'autre côté qui n'a pas fait le sien. La CENI a fini son travail et elle a programmé les résultats. Donc moi j'ai dit ça, cet argument ça ne tient pas. Deuxième chose, recensement des mineurs. Au fait, l'opposition... C'est une vérité quand même, mais ce n'est pas une innovation. Non, l'opposition en Guinée n'a jamais proposé de solution, au fait. Elle n'a pas proposé de solution parce que... Non, je ne nie pas. Non, je ne nie pas. Non, écoutez-moi, je ne nie pas. Je vous dis, l'opposition ne peut pas entraîner les problèmes pour nous proposer des solutions. Vous parlez de recensement des mineurs. Je peux vous garantir que vous partez devant n'importe quelle élection, la CENI n'est pas fautive. Pour la simple raison que quand il y a recensement, vous venez avec une pièce. Ça, c'est la carte d'identité ou c'est l'extrait de naissance. Mais en Haute-Guinée, c'est les gamins. Non, suivez. Il n'y a pas de carte d'identité pour les gamins qui n'ont pas... Donc, il n'y a pas de carte d'identité, mais les gamins ont des extraits de naissance. Mais aujourd'hui, le problème qui est là, le problème fondamental qu'il faut régler en Guinée, c'est d'abord nos documents d'état civil. J'ai dit à l'opposition républicaine, je leur ai dit, vous avez été plus de 5 ans à l'Assemblée. Est-ce que vous avez pu faire quelque chose pour juste sécuriser nos documents d'état civil? Aujourd'hui, si vous voulez faire un extrait de naissance, c'est au besoin en Guinée. Vous avez un appel d'offres, vous voulez postuler. Si on dit qu'il faut des gens de 25 ans, vous partez tout de suite, vous faites un extrait de naissance qui vous donne 25 ans. Donc nos documents d'état civil ne sont pas quand même sécurisés. Et tant que c'est le cas, je vous dis, jusqu'à la fin du monde, on n'aura pas un fichier électoral propre. Des enfants, tous les enfants qui se sont présentés devant les agents devant les cas sont venus avec des extraits de naissance. Dans l'extrait de naissance, il est prouvé que cet enfant a 18 ans. Alors, qu'est-ce que vous voulez? La CENI n'est pas là pour contrôler. Que dites-vous des résultats de ces opérations? Non, moi, je vous dis, juridiquement, la CENI n'est pas responsable. La CENI n'est pas responsable parce que la CENI a reçu des documents qui disent que oui, et effectivement, cet enfant a 18 ans. Est-ce que vous La deuxième chose, la CENI a même fait des efforts. J'ai été à la présentation du fichier. Là, ils ont eu quand même à utiliser un logiciel. C'est surprenant, M. Cissé, d'entendre que la Guinée passe de 6 millions à 8 millions. Non, mais attendez, quand vous faites le calcul, c'est que on a... C'est une population de 12 millions. Oui, je vais vous dire quelque chose. En Guinée,
c'est que tout ce qui est recensement, le Guinée n'est pas intéressé tellement. Surtout quand c'est politique. Mais c'est que ça a explosé. Le fichier qu'on a, il y a beaucoup qui ne s'étaient pas intéressés. Aujourd'hui, il y a une campagne, les gens sont allés se faire recenser. Et vous comprenez le fait que quand même... Non, ça c'est pas la région de Kanka, est-ce que vous de Parana, qui semble être les deux régions les plus peuplées de la Guinée, comparativement à la Basse-Guinée, par exemple. Non, là, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, quels sont ceux qui ont eu l'engouement pour aller se faire recenser? C'est là. Même si, de l'autre côté, vous êtes plus peuplé que les autres, mais si vous n'avez pas été devant les cales pour faire recenser, le résultat sera comment? Malgré tout ça, vous voulez participer à ces élections? Non, moi je vous ai dit, il n'y a aucune raison pour que nous nous retirons pour les choses à ces élections. Alors, il faut dire également, dans l'optique de ces élections, en plus de tout ce qui a été enregistré comme anomalie, la CENI et la mouvance présidentielle, dont vous également, des partis de l'opposition, sont dans la dynamique, mais on voit, en ce qui concerne la faisabilité de ces élections, il y a débat, parce que les premières activités qui devraient être tenues, notamment en amont, en ce qui concerne le pré-affichage des listes électorales, aujourd'hui on voit que ces opérations sont fortement endommagées, les listes sont brûlées par endroits, déchirées. Est-ce que, comment est-ce que vous voyez tout ça? Est-ce que ça rassure que la date du 16 février est tenable? Non, moi je peux pas rassurer, ça c'est à la CENI de le faire. Moi je peux pas rassurer. Quel est votre regard sur notamment ces incidents enregistrés en termes d'attaques dont les listes affichées font l'objet aujourd'hui? Non, vous savez, ça c'est déplorable. Quand il faut laisser les gens aller quand même voir si leur nom figure, parce qu'il y a une possibilité de vérification. Après, vous pouvez réclamer si votre nom a été mal saisi. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas aller à ces élections. On a vu des enfants à Kanka qui sont partis voir si leurs noms sont... Non, mais même pas ça. Les résultats du baccalauréat, vous affichez, il y a des enfants qui viennent regarder, même s'ils n'ont pas fait le bac. Hein. Ça c'est pas... Non, mais il y a des preuves. Ça, c'est une activité qui attire le monde. Ouais. Les enfants qui sont allés, on ne peut pas dire forcément qu'ils étaient allés pour voir s'ils leur nom figure. Ouais. Ça, personne ne peut le prouver. C'est un événement, donc tout le monde vient regarder. En doute, tout le monde pense que non, tous les enfants qui sont sur les images là n'étaient pas allés pour regarder si ceux de leur nom figure. Ça, moi je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. C'est un événement, tout le monde vient regarder. Et que dites-vous de cette position de l'opposition qui disent que même s'ils ne participeront pas à ces élections du 16 février, mais ils feront tout pour l'empêcher? C'est ce qui est antidémocratique en fait. Ils ont fait un choix, ils disent qu'ils ne vont pas à ces élections. Ça, c'est un choix politique qu'ils ont fait. Maintenant, il y a des gens qui ont décidé d'aller à ces élections. Qu'on les laisse aller aux élections. Vous ne pouvez pas demander la démocratie alors que vous êtes en train de faire de la dictature. Ça ne marche pas. Ça, c'est contradictoire. Ça, c'est le fameux RPZ qui est là aujourd'hui à boycotter des élections. Ils ne sont pas allés. À l'époque, Cyril Danet, il était là, il organisait ces élections-là. Donc, c'est comme ça. Il faut qu'on accepte le choix des uns et des autres. Moi, je prends la décision de ne pas participer. Je reste sage. Alors, parlons là, ils vont entendre après les 5, quand on va faire les 5 années au pouvoir, à l'Assemblée, on verra. On va comparer les résultats qui se dégagent. Moi, je vous dis, l'absence de ces grands partis. C'est pas des grands partis. Moi, il n'y a pas de grands partis. Au regard des partis de masse. Il n'y a pas de partis de masse. Expérience électorale, M. Cissé. Même le mouvement Hamas. Allez-y, le mouvement Hamas. En France, première participation. Président de la République. Avec Macron, voilà. Non, qu'est-ce que vous dites? On peut dire là n'est pas pensons à sa première ou à sa dernière. En tout cas, ce n'est pas une équation. Si c'était le nombre de participations aux élections qui faisait gagner l'UFDG à l'être président. Alors, parlons désormais de vous, parce que vous dites que vous participez à ces élections, mais il y a des questions que forcément ça suscite. Alors, premièrement, vous participez dans combien de circonscriptions et comment est-ce que vous avez fait pour mobiliser les fonds de participation en termes de candidature et ce que vous voulez faire en termes de campagne? Vous êtes dans... Quelle est la cartographie de vos ambitions politiques avec ces élections législatives? Le PDC, nous avons une liste nationale composée de 116 candidats, comme la loi recommande, et nous sommes dans 2 circonscriptions, Bela et Yomou. Bela, pourquoi Bela? Parce que c'est chez vous? Non, Bela, c'est pas chez moi. Pourquoi Bela? Bela, on a commencé à s'y implanter avant les autres zones. Après Bela, on est allé s'implanter. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver de l'argent pour votre candidature? Nous sommes une structure organisée, donc chacun contribue. Non, mais ceci, attendez, s'il vous plaît. On sait que vous avez des cordons qui sont liés à Sécoutoria.
ne niez pas ça quand même. On sait que tous les petits partis qui participent aujourd'hui, ils ont reçu des coups de pouce. Est-ce que vous pouvez arrêter d'insulter les gens en réalité? Non, quand vous dites c'est une évidence. Vous vous basez sur quels critères pour dire selon les informations que tel petits partis. Oui. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas de grands partis d'abord. Qui vous a donné l'argent pour la candidature? Je vous ai dit, allez-y, menez vos enquêtes. Menez vos enquêtes. Je vous dis, menez vos enquêtes. Vous comprendrez que tous les ténors de choses du RPZ, aucun ne m'appelle moi. Aucun. Donc moi je vous dis, tous ceux qui me connaissent savent que chose le parti que nous sommes en mesure de payer nos cautions et nous sommes en mesure de financer nos choses, notre campagne. Alors ça, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'un parti politique pour évoluer. Mais sauf que moi je vous vois pas à travers la ville. Est-ce que vous êtes vous avez des candidats dans la commune de Conakry, dans la capitale guinéenne Conakry? Non, je vous ai dit c'est juste les deux, Bela et la liste nationale. Maintenant nous avons des représentations quand même dans les communes qui sont sur la liste nationale. Alors il faut dire que on arrive presque à la fin de cette émission avec cette dernière question. Quelles sont vos chances de gagner? Qu'est-ce qui pourrait être l'argument pour vous pour que les Guinéens vous choisissent? Parce qu'il faut dire, voilà, votre première candidature, c'est pas forcément donné, c'est pas aisé. Oui, c'est vrai, c'est un challenge que nous sommes prêts quand même à relever. Et je pense que le PDC, c'est d'abord le parti qui est dans sa composition jeune. Et nous sommes que des jeunes et le projet que nous avons, je pense que avec ce projet, on peut tirer la Guinée du trou. Alors, pour terminer cette émission, on va finir avec cette dernière question, avec la situation qui prévoit en Guinée. Quelle pourrait être notamment votre approche de solution pour sortir de la crise? Rapidement, en 1 minute, vous regardez la caméra, vous vous adressez aux Guinéens. Celle-là est à vous. J'aimerais demander d'abord au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités. Quand vous êtes gouvernement, vous prenez des engagements, il faut les respecter. Quand vous respectez, vous êtes aussi respecté. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais demander aux Guinéens de choisir le Parti démocrate conservateur. Et parce qu'aujourd'hui, en Guinée, nous avons des lois qui ne sont pas adaptées à nos cultures et mœurs. Nous avons décidé de mettre cette plateforme pour que ce premier travail qui va être à l'Assemblée, ça sera d'abord de proposer des lois adaptées aux cultures et mœurs. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission, mais ce n'est que partie remise. Il faut dire qu'il était invité avec nous dans cette émission, M. Mohamed Cissé. Nous avons passé ensemble la revue de l'actualité sociopolitique en Guinée. Et il ne me reste qu'à vous dire merci, vous qui avez pris du plaisir à nous suivre sur cette télé du 21e siècle. Nous espérons tout simplement que nous sommes parvenus à vous donner du meilleur de nous-mêmes. Restez connectés à cette télé. Seulement nous Guinéens œuvrons et travaillons à la beauté de la chose, car la Guinée est la seule chose qui nous appartient et que nous avons en commun. Merci pour votre aimable attention à la télé du 21e siècle et à bientôt pour un autre numéro de l'émission Starcom.